Donc merci d'être présent, merci pour cette rencontre. Donc c'est un travail mené de longue date par Mirella. Et cette rencontre aussi est née d'une double résidence, c'est-à-dire qu'il y a la résidence de Mirella, essentielle évidemment, sans le travail de laquelle rien n'existerait, et une résidence dont j'ai également pu bénéficier, une résidence d'écriture. Donc se posent tous les enjeux d'une résidence aujourd'hui, c'est quand même très important, c'est un soutien irremplaçable. Donc cette collaboration s'est concrétisée aussi lors du confinement, de manière assez intime, sous la forme d'une première rencontre qui avait eu lieu avec donc Mirella, avec Julie Noireau, donc qui est maîtresse de conférence à Lyon 2 et que je remercie d'être présente aujourd'hui avec nous, et le philosophe Federico Nicolao, qui est également enseignant à l'École nationale supérieure d'art de Cergy-Pontoise et à l'ECAL de Lausanne. Donc, il assistait également Eddy Saïdi, ainsi que Jean-Michel Albert, chargé de projet artistique à la Galerie Fernand Léger, et que je remercie tout particulièrement pour son assistance essentielle, notamment aujourd'hui, mais pas uniquement. Donc avant d'évoquer le parcours, en fait, les recherches menées depuis une dizaine d'années par Mirella Popas autour des chantiers de fouilles archéologiques d'Ivry, on a réfléchi, on s'était dit qu'il était important de présenter rapidement, hein, je vous rassure, parce que ce n'est pas l'essentiel de la discussion qui va avoir lieu ce soir, mais présenter rapidement le travail de Mirella Popas, parce que ça permet de comprendre aussi le fil conducteur. Vous voyez, je n'avais pas pensé que le micro, en fait, on n'avait plus qu'une main de libre. Très désagréable. Merci. Je vais les lancer derrière moi, ça ira beaucoup plus vite. Quelque chose de très scénographique. Donc, présenter rapidement le travail de Mirella Popas. Et ça permet d'avoir à la fois un fil conducteur et de réaliser également l'évolution de toutes ces réflexions qui étaient présentes très très tôt dans son travail. On en reparlera plus tard. Donc, l'une de mes premières propositions, en tout cas l'entrée dans le travail de Mirella Popas, passe à travers ce néon, avec une réflexion sur la contrainte. Donc le corps devient un premier territoire chez Mirella Popas. Et c'est l'une de ses premières installations oui, c'est devant moi en fait, je n'ai pas besoin. L'une de ses premières installations mêle le son, la lumière, les mots dans leur forme plastique et sémantique, le volume et l'histoire. Donc je peux, j'y arriverai. Le temps de la lecture, le néon s'éteint, visuellement et acoustiquement. Donc cette incantation, évidemment, on pourrait la répéter en boucle. Et c'est celle qui s'imposait à Mirella Popas lorsqu'elle était enfant et pénétrait dans la salle de gymnastique de Sibiu, en Roumanie. Lui fait écho ici une machine de torture à volonté. Et donc l'évocation de cette histoire personnelle s'incarne avec une recherche justement sur le corps. Et le corps à proprement parler, le corps des jeunes gymnastes roumaines qui étaient préparés, au péril de leur corps d'ailleurs. Le noir et blanc choisi par Mirella Popas conférait aussi un caractère atemporel et le point de vue ainsi que la composition un caractère sculptural. Donc très rapidement, Mirella Popas commence à associer son histoire personnelle et une histoire collective, dont on parlera également. Son travail est lié à l'accumulation, c'est un autre élément très important, récurrent dans sa pratique. L'accumulation s'est présentée à travers ces gymnastes aussi avec cette répétition sans fin qui aboutit à un alphabet du corps, des corps qui sont des paysages abîmés mais dont on ne voit pas les fractures, on ne les perçoit pas en fait. Reste là la grâce qui dissimule justement ces contraintes invisibles. Autre élément très important dans le travail de Mirella Popas, c'est le lien aussi à l'histoire et aux politiques. Donc l'accumulation a un sens très très fort à ce niveau-là. Donc elle est originaire de Transylvanie. Et cette origine a toujours d'ailleurs une très grande importance, puisque le territoire et l'histoire vont de manière concomitante apparaître dans ses œuvres. Donc d'abord l'histoire de la Roumanie totalitaire de Ceausescu,
avec des accumulations, des portraits, des témoignages, ici des carnets de l'obligation patriotique, qu'elle rassemble et qui deviennent une structure architecturale. Progressivement, cette histoire personnelle et cette histoire collective se prend une autre forme. Donc en 2002, Mirella Poppa va utiliser son histoire personnelle. Elle va s'emparer en fait d'un élément matériel, des éléphants de cristal que son père vendait en Hongrie et en Yougoslavie, et qui progressivement lui ont permis de percer à l'ouest. Donc elle l'a transformé et elle a elle-même réinvesti cette forme, cet objet qu'est l'éléphant de cristal, qu'elle a présenté à la galerie Jean Collet de Vitry-sur-Seine en 2012. Et lorsqu'on arrivait dans la galerie, moi, c'était un effet qui avait été particulièrement fort. C'est-à-dire qu'on se trouvait devant on ne savait plus où se situer, en fait, à quelle échelle se situer. Donc les babioles, ces babioles nous permettaient de voyager dans une histoire qui était beaucoup plus grande qu'elle, et dans une histoire qui était une histoire intime, et une histoire qui était aussi une histoire politique beaucoup plus large. Donc la transparence n'était pas si transparente que ça. Et le corps s'est mis progressivement en mouvement dans l'espace même, avec ici un travail qui s'appelle de 2000 à 2000, avec une forme de déplacement, et on en reparlera, puisque il y a un lien en tout cas qu'on voudrait faire avec le travail actuel de Mirella Poppa. Donc cette recherche s'est située entre la Roumanie et la France dans un premier temps. Les voyages, l'expérience des voyages, puisque Mirella Poppa était à l'École des Beaux-Arts de Dijon, et régulièrement, évidemment, elle faisait des allers-retours de Dijon à Sibiu. Et ces allers-retours, en fait, elle les a non seulement expérimentés physiquement, mais elle en a photographié la trace, l'expérience, donc tous les 10 kilomètres, et on a fait un vrai panorama. Donc une espèce dans un premier temps, d'autobiographie assez abstraite, mais qui dépasse encore une fois. On part de l'histoire personnelle et on arrive à un autre endroit. En fait, c'est ça, cette mise en mouvement d'hier à demain. Donc on a déjà une première interrogation sur l'espace et sur le temps. En fait, où se situe-t-on ? Donc elle a dépassé, elle s'est emparée d'autres histoires qui résonnent avec sa propre histoire également. Donc ici, dans les steppes d'Asie centrale, elle s'est arrêtée à Oulan-Bator, hein, qui constitue une espèce de rêve, d'apothéose, de sédentarisation des populations mongoles, pour qui le nomadisme s'arrête. Et donc, elle a choisi de se concentrer sur le territoire, l'architecture, ce qui est à la fois visible et invisible, en fait, derrière ces grands espaces, avec une incursion aussi de l'humain qui, parfois, laisse une trace à peine perceptible. Ici, est en train de contempler justement ce paysage en contrebas avec les grandes tours qui sont restées inachevées après le départ des Russes. Donc je vous parle de visible et d'invisible. La question du territoire aussi, la question du paysage, c'est une des questions qu'on va poser à Mirella, puisque là, elle la creuse à proprement parler à Ivry-sur-Seine. Vous avez sous les yeux un paysage cicatrice en 2017, un regard qui n'est pas neutre, une montagne qui explose, une montagne qui est attaquée directement pour pouvoir construire du béton, avec un petit format qui porte la cicatrice justement du geste des hommes, des humains. Et donc le corps, progressivement aussi, de Mirella va se confronter à l'histoire directement. L'expérience est physique, ça c'est très important. La dimension performative est essentielle. Ici, en 2010-2012, elle va partir à la poursuite des grands conquérants.
Donc, à la façon de Paolo Rumis, qui, dans l'ombre d'Hannibal, avait traversé les Alpes, Mirella Poppa part également, s'inscrit elle-même dans cette épopée et transcrit cette expérience. Elle laisse en revanche, encore une fois, un temps. Excusez-moi, je ne peux pas m'empêcher de me tourner en fait, alors que j'ai devant moi. En fait. Je m'arrête. Donc elle se retrouve elle aussi devant ce paysage qu'elle nous présente. Donc l'histoire est encore une fois invisible et poétiquement perceptible malgré tout. Et c'est la seule chose qui devrait rester dans ces invasions, la seule invasion qui devrait être autorisée, c'est-à-dire l'invasion de la poésie et du rêve. La question aussi de la mutation et de la malléabilité, de la transformation des éléments reste un élément récurrent dans l'œuvre de Mirella. Vous voyez que le diptyque de la mer de glace qu'on voit dans l'exposition qui était présente, exposée à la Galerie Fernand Léger également, vont se transformer, sont dessinés et se transforment, les plaques tectoniques de la mer de glace se transforment en plaques métalliques que vous voyez également dans la restitution de la résidence à l'extérieur. On en arrive à ce qui nous occupe aujourd'hui. Donc, en 2014, Mirella Poppa a commencé à mener un travail, une recherche plastique, et c'est aussi une des raisons de cette rencontre aujourd'hui, parler de ce qu'est une recherche plastique, des formes qu'elle peut prendre, du temps qu'elle peut prendre, le temps qui est une question essentielle pour Mirella Poppa également, c'est-à-dire on est entre le passé, le présent, le futur. Donc avec ces horizons, un mot qui a du sens pour Mirella Poppa, à la fois parce qu'elle s'intéresse aux questions archéologiques, mais les différentes acceptions du terme horizon ouvrent de nombreuses perspectives par rapport à son travail. Donc en 2014, elle commence à travailler autour des campagnes de fouilles archéologiques menées à Ivry-Confluence, qui sont dirigées par l'INRAP. Et cette fois-ci, les horizons sont à la fois chronologiques, mais s'inscrivent également dans l'espace. D'un déplacement physique, Mirella Poppa rentre en résidence avec un pseudo-statisme qui n'en est absolument pas un, puisqu'en restant dans un même espace, elle ouvre à différents voyages. En fait, dans un même territoire, va à la fois vous confronter à une histoire urbaine en train d'être écrite, c'est-à-dire un chantier, une transformation du paysage urbain à Ivry-sur-Seine, une banlieue en pleine expansion. Donc, on détruit, on reconstruit, sauf que temps d'arrêt, dans le sous-sol, une autre histoire se présente. On dialogue avec le passé, on entre en dialogue avec le néolithique. Et plusieurs strates s'offrent à nous. Mirella Poppa intervient, transpose ces sites qui vont disparaître. Elle photographie énormément. Cette accumulation fait partie de la recherche. La question de l'image manquante ou de l'image de trop, l'image derrière laquelle l'image qu'on cherche à trouver, le temps qu'on cherche à arrêter. Mais elle ne s'arrête pas à l'image, elle réalise des relevés. Elle travaille également par frottage. Elle s'empare des éléments, des objets qu'elle va trouver sur le site. Les herbes folles sont parfois des modèles dans les polaroïdes, dans les photographies numériques, mais vont s'inscrire dans des dessins également. Les dessins peuvent être réalisés sur le site, en atelier. Donc là aussi, la question de la mobilité de l'artiste et du travail de l'artiste prend tout son sens. Les séries sont composées de formes très différentes. Vous avez sous les yeux aussi un quadrillage, une pierre néolithique dont elle s'était emparée pour réaliser une installation présentée à la Galerie Fernand Léger lors de ce dernier point, lorsqu'elle avait travaillé au plus près des archéologues et avait sorti cet élément, cette pierre néolithique, pour la placer en suspension comme un temps d'arrêt. Donc la dimension performative est très importante. Elle reprend le geste
elle documente les gestes des archéologues, elle les interroge. Ces documents sont à la fois sonores, visuels, et elle-même réinvestit ces gestes, tout en travaillant aussi dans la contemplation aussi la plus absolue. Chaque espace, chaque territoire retient son attention. Donc vous voyez ici une des installations, une partition musicale qu'elle avait recréée, composée à la Galerie Fernand Léger, avec aussi Roque Rivas en 2018. Donc une vraie partition musicale était présentée dans l'espace. Donc vous voyez le déplacement du chantier de fouilles à une présentation dans un espace d'exposition pour un temps d'arrêt. Ces polaroïdes qui sont par centaines, par plusieurs centaines, plusieurs centaines. Donc ces polaroïdes qui sont parfois des notes de chantier, des notes d'artistes, prennent encore une autre dimension lorsqu'ils sont rassemblés. Leur accumulation fait sens dans le diptyque que vous avez derrière moi. Donc vous voyez ce que je veux dire. Donc prennent encore une autre dimension, mais ils peuvent aussi être agrandis. Cette fois-ci, nous entrons dans un espace devant lequel on est un petit peu perdu, espace de science-fiction, espace lunaire, où se situe-t-on. La photographie devient décontextualisée et nous entraîne dans une autre dimension. La trace prend un autre sens. Donc cette question de l'accumulation est au cœur du travail de Mirella. Et après cette longue introduction, je vais passer la parole à Julie Noireau pour un premier regard sur le travail de Mirella. Julie Noireau, qui est historienne de la photographie et qui donc enseigne à Lyon 2 et qui est membre d'un laboratoire qui s'intitule Passage Art et Littérature 20e-21e, qui est tout particulièrement tourné vers les enjeux esthétiques et sociopolitiques de la création socio-contemporaine. Voilà, je te laisse Merci beaucoup. Je voudrais commencer par remercier la Galerie Fernand Léger, remercier évidemment Mirella et Fanny pour cette invitation à venir participer à cette table ronde pour parler du travail de Mirella, que je suis contente aussi de découvrir pour de vrai, voilà, et qui fait suite effectivement, comme Fanny l'a rappelé, à un certain nombre de discussions et d'échanges qu'on a eu depuis plusieurs mois maintenant, mais qui étaient essentiellement à distance par Zoom pour des raisons sanitaires. Et donc là, je suis très, très heureuse, évidemment, d'être en présence de l'artiste et de ses œuvres, d'une partie de ses œuvres. Alors effectivement, je vais, plutôt que de redire des choses que j'ai déjà pu dire à l'occasion notamment de cette première rencontre virtuelle, je voudrais peut-être simplement revenir un peu différemment sur ton travail à partir de... Je ne vais pas être très longue pour pouvoir qu'on puisse échanger et discuter et peut-être aussi laisser la salle participer. Peut-être il y a trois notions. Je dirais, j'ai été frappée aussi en voyant tout le diaporama, à la fois la variété des directions et en même temps la grande cohérence du travail et qui s'articule, me semble-t-il, autour de ces trois thèmes. Je dirais, mais tu me diras, Mirella, ce que tu en penses, autour de la notion d'abord de déplacement, évidemment, déplacement physique, géographique, déplacement temporel, et puis déplacement plastique et poétique, et notamment dans ce dernier travail où tu nous déplaces aussi poétiquement, où des vues de chantier deviennent quelque chose qui passe d'images traces à des images fiction. Donc voilà, je reviendrai, on pourra rediscuter de cette notion de déplacement. Le deuxième terme qui me semble important, c'est la notion de processus, donc le rapport évidemment au temps. Je dirais que c'est ce rapport à l'espace et au temps que tu interroges, qui travaille ton travail. Je me suis dit qu'en fait, ils nous avaient tous, ces derniers temps, travaillé. Alors ce travail, tu l'as commencé avant le confinement.
et tu l'as poursuivi pendant et après. Et je me disais que finalement, il nous invite aussi à réfléchir de nouveau à qu'est-ce qui a été déplacé justement dans nos rapports au temps et à l'espace, puisque évidemment, on s'est rendu compte aussi de l'importance de ce temps et comment se déplacer sans se déplacer. Enfin, ça ouvre tout un tas de questions. Et puis la troisième notion, le troisième terme, c'est celui effectivement qui est revenu à plusieurs reprises, qui est la notion d'accumulation ou de collection. Moi, j'avais proposé le mot de la figure de la cueillette. Puisque en photographie, on a comme ça deux grands paradigmes, disons le chasseur et le cueilleur. Hein. Le chasseur, c'est évidemment la figure de Cartier-Bresson qui s'impose, du chasseur attendant sa proie. Et on a souvent comparé la photographie à un acte de prédation. Je pense à un fameux texte de Susan Sontag sur la photographie dans les années 70 qui comparait la photographie à un acte de prédation. Elle dit photographier, finalement, c'est s'approprier le monde. Et me semble-t-il, toi, c'est un autre paradigme dans lequel tu t'inscris, qui est plutôt celui du cueilleur, de la cueillette, de la récolte, voire du glanage. On en a rediscuté tout à l'heure avec Fanny. Et là, je t'ai amenée à revoir le film d'Agnès Varda, Les glaneurs et la glaneuse. Et je pense que c'est peut-être du côté de la glaneuse que tu te situes. Et donc, tous ces trois termes, déplacement, processus, glanage, récolte, cueillette, sont aussi traversés par cette idée on avait pu déjà en discuter, l'idée d'une quête de territoire. Sachant que tu es fasciné par les récits de conquête, et j'ai l'impression que dès la première photographie qu'on a vue, il y a vraiment cette idée de finalement peut-être laisser place à d'autres types de récits, à d'autres types d'histoires, des quêtes d'autres territoires, des quêtes d'identité multiples, et voilà, que je trouvais tout à fait intéressant et qui évidemment m'avait aussi rappelé un texte d'Ursula Le Guin que je t'ai partagé, qui est une écrivaine de science-fiction et qui elle-même s'est beaucoup inspirée des travaux d'anthropologues, et notamment de l'anthropologue Elizabeth Fischer, qui dans les années 70 proposait justement une nouvelle histoire de l'humanité, une histoire qui serait plus celle du chasseur, mais justement celle du cueilleur. Donc ce petit texte d'Ursula Le Guin s'appelle La théorie de la fiction panier. Elle dit finalement, en s'appuyant sur les travaux de Fischer, la première invention culturelle, c'est pas la lance, c'est pas l'arme, mais c'est le panier, c'est le sac, c'est le contenant. Évidemment, ça nous oblige à réinventer, à retravailler, à inventer d'autres imaginaires. Et donc, qu'est-ce que c'est que raconter une histoire à partir d'un panier, non plus cette idée de conquête, etc. Alors, j'avais évidemment plein de questions. Donc, pour reprendre sur cette question des déplacements et de ces notes de chantier, donc effectivement, Fanny l'avait dit tout à l'heure, le parallèle effectivement avec ces accumulations que tu fais très tôt dans ce travail de retour, d'aller-retour entre Dijon et Sibiu, 2000 à 2000, où tu vas aussi donc traverser un territoire et puis tous les des kilomètres comme ça t'arrêter et photographier des horizons aussi, qui me fait penser évidemment, qui dialogue beaucoup donc avec ta série, mais qui dialogue aussi avec une certaine histoire de la photographie. Et j'aurais vraiment voulu savoir comment tu te situais aussi par rapport à cette histoire-là, qui m'évoque aussi beaucoup cette période des années 70. Et je pensais à un travail très connu d'Ed Ruscha, qui s'appelle 26 Gasoline Stations, et qui justement photographiait, alors lui, des stations-service entre son lieu de résidence qui était Los Angeles jusqu'à Oklahoma City, qui était le lieu de résidence de ses parents. Et donc il s'arrête comme ça et il emprunte cette fameuse route mythique, la fameuse route 66, qui est aussi liée à toute une histoire évidemment de la migration, qui est aussi au cœur de ton travail.
Et finalement, voilà, il la prend à l'envers. Il lui en propose une sorte de contre-récit, non plus héroïque, mais et donc je trouvais intéressant peut-être de faire ce parallèle aussi avec ce qu'on a appelé les coloristes américains, parce qu'évidemment ces polaroïdes nous renvoient à toute une histoire aussi, peut-être aussi à l'histoire de ta formation avec John Batto, peut-être la question de la couleur. Donc je sais pas, comment tu te situes par rapport à cette période des années 70, par l'usage aussi que tu fais du Polaroid? Bon, merci beaucoup, Julie et Fanny. C'était une belle introduction. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Effectivement, là, tout d'un coup, tu me renvoies à 1994 à 2000. Bon, je me sens un peu bien entourée avec des béquilles parce qu'il y a même d'autres anciens étudiants de Beaux-Arts de Dijon qui ont aujourd'hui des grands artistes plasticiens qui sont là. Je sais pas, parce que avant de parler peut-être de la question de la couleur et de la plasticité dans la photographie de John Batto, puisque Guillaume Lemarchal, qui est aussi mon collègue et plasticien, on n'a pas touché la couleur avec John Batto. C'était interdit. Déjà, si on commence par là, bon, il ne s'entend pas, mais oui, effectivement, pour la première fois, une fois qu'on a fini nos 5 ans aux Beaux-Arts, oui, on a réussi tous les deux, puisque cette série a été bien sélectionné avec lui au sol dans la fameuse salle à thé dans laquelle on a fait ce choix de 2000 images, l'aller et le retour, qui était cette histoire de territoire. Voilà, parce qu'en fait, effectivement, arriver à Ivry-sur-Seine, arriver sur ce territoire de recherche archéologique, en fait, c'est parce que il y a cette grande notion, c'est la quête, que j'aime beaucoup, effectivement, puisque c'est la première fois que j'entends cette idée de glaneuse et de panier que je ne connaissais absolument pas avant qu'on parle le 3 juin 2021 ensemble. Et en fait, c'est vraiment cette quête de territoire. C'est que quand je suis arrivée à Dijon, entre Dijon et Sibiu, 2000 km, je me disais, mais effectivement, ce qui m'intéresse, c'est peut-être ni Dijon ni Sibiu. C'est ce territoire qui est entre les deux, cette oscillation permanente de 2000 à 2000. Et cette idée, parce que forcément, on est Ivry et j'ai envie qu'on fasse le lien avec le travail, l'étape qui est sur les murs à la galerie. C'était ce territoire inexistant, en fait. Et je me posais la question, bon, je suis très contente qu'on a quand même des archéologues qui sont ce soir parmi nous aussi. Grâce à eux, j'ai réussi à être acceptée sur ce territoire. Je me suis posé la question du néolithique et du bronze ancien. Comment à Ivry-sur-Seine, entre Maisons-Alfort, bon, après, je peux dire des bêtises, hein, mais ils vont me corriger peut-être tout à l'heure. Et comment entre justement à cette période entre la confluence en la Seine et la Marne, entre Ivry-sur-Seine, Alfortville, Vitry, on trouve autant de champs de recherche archéologique de cette période-là. Et la sédentarisation, je ne me souviens plus du tout, d'un coup l'esprit en escalier disait un chercheur que la plus grande cause de la fin de l'humanité, c'était le néolithique, puisque l'homme s'est sédentarisé. Justement, c'est là où il a commencé à faire quoi ? À commencer à accueillir peut-être. Enfin, donc pour moi, je me suis dit effectivement, une fois que j'ai posé mes bagages entre Dijon, Sibiu, Dijon-Paris, arriver à Ivry-sur-Seine, grâce ou à cause d'un autre partenaire qui est là ce soir, Olivier Bobillard, qui a travaillé 24 années au Macval, qui est venu me chercher. Je me souviens, dans ce petit atelier, où effectivement, ces babioles dont tu parlais, c'était l'invasion de l'Europe par mon père. J'avais hérité à la mort de mon père 243 éléphants, donc je ne savais pas quoi faire de ça, de ce lourd héritage. Et Olivier m'a tendu la main en disant, au Macval, à Vitry-sur-Seine, avant que cette grande institution démarre, m'a dit, on va réussir à créer cette carte, justement, qui était cette carte techniquement géographique existante
Et on a scanné, numérisé. Donc, c'était la première aide et acquisition, voilà, soutien d'Ivry, et qui est partie vraiment de la rue Molière, pratiquement à quelques mètres de ce fouille archéologique en 2014. Eddy m'embarque en disant il y a des diagnostics, il faut absolument qu'on voit qu'est-ce qui se passe sur ces anciens terrains de BHV. Et donc, pourquoi je parle de tout ça? Parce qu'effectivement, parlant de cet héritage de Roumanie, puisque Fanny nous a fait vraiment merci pour cette présentation, ça me touche beaucoup parce qu'on accumule tellement des choses et puis même ça fait presque obsolète, le travail sur la gymnastique, sur je veux, je peux, j'y arriverai, sur les carnets du Parti communiste, sur cette invasion, mais en même temps, ça fait un tel lien entre... quand mon père me parlait des grands conquérants pour m'endormir, vous allez me dire, oh là là, quelle nuit entre Hannibal, Gengis Khan et lui. Bon, c'est quand même pas rien pour endormir les filles de 8 ans dans une dictature. Mais en fait, c'était pour justement... Je me sentais, on voit la Roumanie d'ailleurs... comme une espèce de poisson plat coincé entre la mer Noire, l'Ukraine et la Bulgarie, la Yougoslavie. Moi, je me voyais à 14 ans comme quelque chose qui on va jamais sortir de ce poisson plat, vraiment. Et donc, je me suis dit comment créer cette... et ces grands conquérants, Gengis Khan et Hannibal, pour lui, c'était juste des prétextes pour m'ouvrir, pour me donner, justement. Et arrivant à Ivry-sur-Seine, je fais des petits ponts ou des relations, j'espère on arrive à me suivre, mais il y avait quelque chose que Sophie, Christian, archéologues qui sont là, parlaient des horizons. Alors bon, pour une néophyte que moi, je ne savais pas ce que ça veut dire les horizons. Et j'ai commencé à comprendre 7 ans, 8 ans d'apprentissage près d'eux, que chaque horizon, ça correspond à une stratigraphie, à une période, de l'histoire. Voilà. Et donc, c'est comme ça aussi que le titre de l'exposition, c'était « En cas de doute, Horizon 6 », que Sophie avait un doute sur une identification d'un je ne sais plus ce que c'était bien, un tesson, un mobilier dessiné. Et donc, toutes ces choses-là, en fait, toutes ces relations entre mes histoires à moi et arriver à Ivry-sur-Seine, c'est comment aussi, à un moment donné, poser ses bagages, mais continuer à cette migration, cette quête de territoire, sans qu'elle soit la mienne, mais en même temps, je ne suis pas la première à dire ça, mais comment notre histoire intime, personnelle, peut tout d'un coup devenir une histoire universelle. Et c'est pour ça que je me suis attachée comment dire, à cette métaphore, à ces créations des histoires entre Hannibal, entre Gengis Khan et encore plus des horizons dans des pierres néolithiques. Des quêtes d'horizon, voilà. Alors, juste, je rebondis sur le mot aussi. Donc, on a vu assez rapidement, je vous ai montré évidemment une toute petite sélection parmi les travaux, les recherches et les œuvres de Mirella Poppa. Mais le mot même d'horizon me fait penser à cette circulation aussi, cette transformation d'un médium à un autre. Le mot horizon, dans toutes ces... moi, la première fois que j'ai entendu, j'ai échangé avec Mirella, donc évidemment, il y avait cette dimension par rapport aux spécialistes avec lesquels elle échangeait dans un domaine précis, mais évidemment, pour moi, l'écho était évident au niveau des arts visuels. Et se pose la question, justement, des paysages, pour toi, Mirella, parce que donc certes, les horizons, on a cette dimension par strate, qui est essentielle. On est à la fois dans l'espace et dans le temps. Mais dans ton travail, il y a cette question sur ton rapport aussi au paysage qui est importante. Et donc, est-ce que ça, c'est par rapport à ton choix, est-ce que ce sens multiple du mot avait entré en jeu?
par rapport au mot horizon, en fait, et ton rapport au paysage. Pardon. Donc, effectivement, je suis perturbée parce que l'archéologue en chef, il arrive. Donc, à partir d'à présent, Fabrice, merci. Je ne veux plus dire de bêtises, ou sinon, on va faire une vraie leçon d'archéologie. Alors, la question des horizons dans le paysage, effectivement, qu'il soit celui qu'on conduit la voiture de 2000 à 2000 et que son horizon, il est à un certain niveau et qu'il faut surtout pas pas le perturber, pas perdre la ligne, mais en même temps vouloir le dépasser. Il y a aussi cette question aussi de dépassement de l'horizon. Alors, en tant que montagnarde, si je peux dire ça, je n'ai pas le même horizon que celle qui est à la mer. On parlait de la mer Noire, on parlait de la mer de glace et des Alpes. Effectivement, cet horizon, il se déplace aussi. Et là, tout d'un coup, en fait, pour revenir à Ivry, avec les archéologues, en fait, on descendait, en fait. Voilà, c'était là que j'ai compris pour la première fois. C'est comme les horizons, en fait, tout en descendant, les pieds dans la terre, et qu'on lit d'une manière frontale, stratigraphique, et qu'on définit des horizons, et que tout d'un coup, on est face à un mur. Comment j'étais fascinée, parce que mes petites histoires que moi je me les entendais raconter, Fabrice, Sophie ou Christian étaient capables, par une ligne, par une trace, par une peau de la terre qui disait, tu vois cette peau en girafe séchée, et ben nous sommes dans une certaine période, regarde cette ligne. Et ça, en fait, il y avait une telle humble humilité dans laquelle je pouvais écouter leurs choses qui sont peut-être concrètes, mais je me suis dit, la relation entre l'archéologie et mon travail, c'est aussi des faiseurs d'histoire qui sont formidables, en fait, et des visionnaires qui peuvent m'amener ailleurs. J'espère que je ne dis pas trop de bêtises, hein, mais on a un micro pour me faire corriger. C'est un terme, voilà, donc j'ai cité. Voilà, on va être aussi devant les pièces qui sont effectivement, là on est peut-être, c'était notre débat un tout petit peu depuis hier, c'est que comment montrer les milliers d'images. Donc, je me suis dit, non, est-ce que j'ai envoyé, hein, je fais mon mea culpa, les 250 photos à Jean-Michel et à Fanny et à Julie. Donc, effectivement, est-ce que le spectateur, vous, que vous êtes déplacé, vous allez voir comme une musique d'ascenseur et être envahi par toutes ces images on ne sait pas trop quel va être le statut, puisque pour moi-même, c'est une question, justement, aussi pour revenir à la question de la plasticité de la photographie et comment on agit en tant que ça soit une pratique de la photographie, du dessin ou de l'image en mouvement. Qu'est-ce que j'ai fait là depuis 2014 jusqu'à la dernière fois, je pense qu'on était ensemble en avril 2021 sur un dernier fouille archéologique. Et en fait, voilà, j'accumule, je photographie. C'est un atelier à ciel ouvert. Pour moi, je me suis réussi à me faire accepter tout petite, d'une manière non officielle, par les archéologues. Et puis, en fait, j'accumule. Je glane effectivement des histoires, des photographies. Je ne sais pas du tout ce que cela va devenir. Je le sais peut-être un peu plus tard, parce que tout d'un coup, quand Fabrice, Sophie dessinent directement sur les parois d'un horizon pour m'expliquer où nous sommes trouvés, à quel moment et qu'est-ce que ça représente. Pour moi, revenant une semaine après, je trouve que tout d'un coup, cette ligne, ça devient volume, ça devient une empreinte, ça devient quelque chose d'autre, que le temps aussi, ça s'arrête. Si je me souviens bien d'une intervention de Frédéric Nicolaou qui parlait, lui, justement, de la temporalité dans mon travail, il m'interrogeait là-dessus. Et c'est vrai que je me dis, bon, quels sont le statut et la nature de ces images ? Je me rends compte que j'accumule et en fonction du lieu, de l'endroit, elles peuvent prendre une autre forme. Elles peuvent prendre un autre statut avec le lieu, l'endroit et la nécessité. Là, donc,
que je la donne. Peut-être effectivement ces 250 images que je suis incapable pour le moment, hein, puisque là j'aurai le temps et la chance d'être pendant un an en résidence jusqu'en septembre l'année prochaine sur le territoire. Donc je pourrais effectivement à pouvoir les cataloguer, à pouvoir les nommer, à pouvoir vraiment savoir qu'est-ce que toutes ces notions, tous ces outils techniques, plastiques, elles vont prendre. Et effectivement, pendant le Covid, les dessins qu'on a présentés, juste 2, il y a une vidéoprojection en arrivant sur le mur de gauche, mais il y en a plus de centaines, des natures très différentes, que ce soit des frottages sur le site, ou que ce soit effectivement encore plus loin dans l'interprétation des herbes folles ou des notions, des outils purement d'un travail de dessin de technique mixte. Voilà. Sinon, tu avais utilisé le mot de notation, de prise de notes, et je trouvais qu'il y avait une dimension aussi, quand on voit ces polaroïdes, une dimension quasi musicale aussi. Tu as des prises de son aussi, il y a quelque chose d'une sorte de partition. Tu accumules comme des notes que tu vas rejouer selon l'espace, le lieu dans lequel tu vas intervenir. Puis à un moment, tu vas en extraire une, comme ces polaroïdes agrandis, que je trouve assez fascinant. Et je me demandais comment ça s'opère, comment à un moment une image surgit et comment tu décides de lui donner une autre échelle, comment tu la déplaces justement à partir de ce travail qui lui-même est une recherche sur une recherche, qui est une espèce de mise en abîme comme ça, d'une création en recherche, une perpétuelle, une recherche en création. Comment tu vois un peu l'évolution aussi et cette idée de partition, est-ce qu'elle te parle ? Oui, bien sûr. Alors, il y a 2 choses. Hein. Donc là, je vais revenir, puisqu'on voit les polaroïdes qui sont devant nous et surtout accrochés. Alors, ces polaroïdes, bon, on parlait aussi de la nature photographique et les outils qu'on travaille. L'utilisation de polaroïdes, sincèrement, c'est devenu pour la première fois comme une espèce de facilité, pas de blague, hein, je dirais pas presque ça, mais quelque chose où on se dégage justement de la lourde chambre, moyen format, Mamiya, 6-7, etc. On le sait très bien, le sérieux qu'on a vu peut-être dans les photos des gymnastes, des carnets du Parti communiste, etc., des portraits, de l'architecture photographiée. Tout d'un coup, en fait, je me trouvais des jours et des jours sur les fouilles archéologiques avec mes archéologues. Et puis cet appareil que d'ailleurs c'est Eddy qui me l'a prêté, le sien, très ancien, de 1900, je sais plus, 70, hein, si je me souviens bien. C'est devenu comme le petit appareil, le smartphone aujourd'hui, on l'utiliserait pour faire des photos. Seulement quand on se prend au jeu. On se prend au jeu parce que justement, on accumule des notes. On accumule des notes et puis tout d'un coup, effectivement, ça repart dans une autre forme classique et que tu ne peux plus t'arrêter. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça peut évoquer évidemment aujourd'hui les filtres qu'on peut utiliser, Instagram, etc. Mais sauf que toi, tu leur donnes une matérialité, quoi. Enfin, donc cette matérialité, elle est très importante et Voilà, c'est la discussion qu'on a eue, je crois, jeudi dernier avec William, hein, et pourrait presque m'aider peut-être là-dessus, c'est que ces notes, elles sont extrêmement faciles. C'est quelque chose d'extrêmement éphémère, ce Polaroid, parce qu'il va pouvoir vieillir, il va pouvoir jaunir, et c'est quelque chose d'une éphémère chimie, en quelque sorte, et passé. Et que le travail des archéologues, je pense vraiment, hein, parce qu'il y a des choses qui sont très conscientes et puis il y en a d'autres qui sont instinctives. Je me suis dit, nous sommes là, je ne sais plus la première fois comme diagnostic, après comme fouille, nous sommes là pendant seulement 6 mois, si je me trompe, ou 4 mois, ou peut-être un peu plus quand ils ont le droit d'avoir resté davantage sur des fouilles. Donc c'est aussi éphémère, parce que tous ces lieux, en fait, une fois qu'on peut tourner autour d'une pierre néolithique, à la nettoyer pendant 2 mois, et puis tout va disparaître, en fait, parce que ce sont des fouilles archéologiques, mais qu'il n'en reste pas de
il ne reste pas de traces à part leurs études, leurs recherches, et puis voilà. Et puis, comment on isole peut-être une image plus qu'une autre? Ben, c'est aussi sur le terrain que tout est venu. Dans la vidéo, tout à l'heure, on entendait Julia Valtès, qui est une micromorphologue, que j'aime beaucoup, qu'elle se parle de la boulettologue. Donc, c'est la personne, l'archéologue, qui étudie vraiment des petites lamelles de terre qui demandent le mur en terre crue. Et elle me parlait effectivement à quelle attention elle va donner à chaque lame qu'elle va utiliser et extraire et analyser par la suite. Et donc, c'est comme ça, en fait, que l'idée qu'une simple plante, une simple herbe folle, elle prend plus de place qu'une autre. Enfin, je ne sais pas si je réponds correctement à tout, mais... Alors moi, je pense aussi à... Dans la même façon que je vous parlais des différentes définitions des mots, en fait, l'impression parfois, on a beau parler la même langue, mais selon notre spécialité, parfois on se pose la question, en utilisant un même mot qui a une acception très différente selon le domaine selon l'horizon dans lequel on œuvre. Et en fait, la question aussi se pose de la trouvaille dans ton travail. Alors, je pense, Julie avait co-organisé un colloque sur les déchets dans l'art contemporain et se posait la question à l'occasion de ce colloque. Donc, entre autres réflexions, j'étais en train de travailler avec Mirella. Et ce qui me fascinait, c'était justement, elle me parlait de vos découvertes par rapport à la terre crue ou des éléments. Elle montrait les photos qu'elle prenait, donc ses notes visuelles. Et je trouvais assez fascinant qu'on puisse, de manière visuelle, avoir le même décalage. C'est-à-dire qu'une photographie, selon l'endroit où on se place, le domaine dans lequel le regard, l'éducation du regard, on ne va pas voir la même chose. Dans ces terrains, je pensais à des terrains qui peuvent... les éléments de terre, pour quelqu'un qui ne connaît pas, vont être des éléments, simplement des gravats à mettre à la benne assez rapidement. Quand on connaît, ça se transforme en un territoire, une histoire en fait, qui est dans le sol, qui est dans laquelle on évolue en fait, qui est invisible, mais pourtant tellement présente. Et en reprenant l'image de Julie de la glaneuse, je pensais justement aussi aux trouvailles. Et je me demandais si tu le percevais comme ça, tous ces éléments, ces trésors en fait, qui sont accumulés et qui parfois prennent trop de place. Parfois, au contraire, on se demande, on a l'impression qu'il en faudrait encore un autre pour arriver vraiment au trésor absolu. Comment tu évolues? Parce que leur dimension, dans le diptyque, ils font corps. On a vraiment encore une autre dimension. Dans leur agrandissement, c'est encore une autre dimension qui apparaît. Donc, comment est-ce que tu perçois La question de trésor. Oula. Alors, de trouvailles, de trésors, je pense aussi que le trésor, le trouvaille vient à nous. Ça veut dire que c'est comme quand tu parles du chasseur et du cueilleur. C'est qu'en étant sur les fouilles archéologiques, les premières recherches au BHV, j'ai beaucoup regardé pendant... on voit cette pierre qui est dessinée... ils ont travaillé pendant 2 mois, je ne sais pas, peut-être même plus, pour se rendre compte qu'en fait, cette pierre, elle a peut-être pas autant de valeur qu'ils pensaient au début, qu'elle n'avait rien à faire. Oui, c'est bien aussi peut-être de la voir là. Et puis, en fait, c'était un lourd héritage, comme les éléphants de mon père, en fait. Un héritage de 243 éléphants en cristal. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et cette pierre, tout d'un coup, je l'ai souvent... j'ai eu la chance d'avoir des étudiants aux Beaux-Arts de Montpellier qui l'ont nettoyé pendant une semaine entière. Je me suis dit, mais c'est un lourd de trésor, parce que est-ce que je lui donne le poids de l'histoire? Est-ce que je vais lui raconter encore une autre?
Et en fait, je pense que malgré le fait, toutes ces notions de art, culture et politique, de territoire, de migration qui nous semblent très lourdes, comme héritage ou comme trésor, je ne sais pas, moi j'avais envie que ça devienne une métaphore. Et cette pierre que j'ai eu le droit d'avoir un cadeau de mon anniversaire par les archéologues, puisqu'elle n'avait pas beaucoup de valeur, mais c'était un lourd trésor, parce que du coup je me suis dit quelle est la nature qu'on va lui donner aujourd'hui, enfin au moins quand on a fait l'exposition. Donc en la laissant flotter après avoir tiré 14 km de fil métallique dans l'espace, comme ça, comme une projection de planète avec son propre ombre en dessous, ça nous amenait encore dans une autre rêverie. En fait, cette quête de retrouvailles, c'est aussi la quête d'une... c'est peut-être un peu prétentieux de ma part de dire, mais de laisser quelque part aux aguets une métaphore qui peut nous voilà, nous émouvoir ou enfin, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais voilà. Peut-être revenir sur cette question aussi du temps de la recherche et qui se poursuit en étapes. Donc on retrouve aussi la métaphore de la montagne. Alors évidemment, la question c'est d'une artiste du déplacement telle que toi. Qu'est-ce que ça fait d'être en résidence et comment, dans quel horizon tu te vois aussi évoluer pour la suite C'est très difficile à la fois. Enfin, je sais pas. C'était quand même en même temps, c'est ce qu'on disait lors de notre première rencontre par Zoom, étape 1. Je disais, qu'est-ce que j'aimerais d'avoir une année de plus, puisque la recherche, c'est, on sait ce qu'on, voilà, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver, on ne sait pas si ce temps-là, il va nous être alloué ou pas. Ça met beaucoup de pression à la fois. Moi, ce que j'aimerais énormément, peut-être l'exposition à la galerie, elle a eu lieu, sur le territoire d'Ivry aussi, c'est comment ces choses-là ils vont pouvoir se garder et comment je pourrais, moi, les utiliser autrement, que ce soit dans mon travail et que ça ne reste pas juste dans un cadre très, très, très fermé. Et donc là, effectivement, à partir de 1er novembre, d'aujourd'hui, en quelque sorte, je vais être amenée à pouvoir faire cette archéologie que je suis incapable de faire dans mon propre travail. Ça veut dire les 10 000 photos numériques, que je ne suis pas capable de faire des choix, des moyens formats, de son, de cartographier aussi cet espace sonore qui est quand même assez extraordinaire, parce que c'est ça aussi le temps de la recherche. Quand Roque Rivas, il est venu d'une manière assez rapide pour m'expliquer ce que c'est aussi comment le son, c'est aussi un temps et un temps extrêmement éphémère en fait, parce qu'on entendait les grues, pas les grues, les pelleteuses qui cherchaient, on entendait les archéologues qui grattaient la terre, mais en même temps il y avait aussi les herbes folles, et les oiseaux et le fleuve et la Seine avec les bateaux, les péniches. Aujourd'hui on retournerait sur ce territoire, on n'a plus du tout la même cartographie sonore. Donc c'est aussi toutes ces choses-là, il va falloir justement d'une manière un peu plus minutieuse leur donner un statut et peut-être leur donner une matérialité. Et c'est peut-être, Eddy parlait effectivement d'un voilà, peut-être de quelque chose qui va sortir dans l'espace public, mais moi je pense qu'aujourd'hui je n'ai pas du tout la capacité de me projeter dans ce projet, pas encore tout de suite, avant que j'arrive à faire ce que les archéologues d'ailleurs le font très très bien, même si après ça reste aussi des grandes tailles de cumul dans les bureaux, mais de notifier, enfin vraiment de leur donner un nom, un titre, une période et une matérialité.